et je veux citer notamment les sanctions qui vont être décidées aujourd'hui à l'encontre de Xavier Moreau, ressortissant franco-russe basé en Russie, qui est un relais de la propagande du Kremlin en Europe. Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 1er janvier 2026, c'est notre bulletin numéro 271 et nous sommes toujours à Moscou et toujours sous sanctions. Voilà, j'en profite donc pour vous souhaiter une excellente et sainte année 2026, pleine de victoires contre les ennemis de la Russie et de la France et donc de l'Europe. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux. Procurez-vous un VPN. Vous pouvez, donc je l'ai dit, utiliser le navigateur Tor, mais on me dit qu'il y a également le navigateur Opera qui a un VPN intégré. Donc toutes ces solutions technologiques sont très utiles pour contourner la censure. Voilà, je compte sur vous. Continuez à vous inscrire en masse sur notre lettre d'information. Alors, pour l'instant, on a des petits problèmes parce que, en fait, depuis qu'on a dû quitter OVH, en fait, le volume de lettres à envoyer est tellement important qu'on est en train de mettre en place une solution technique. Donc, pas d'inquiétude si vous n'avez pas encore reçu la lettre hebdomadaire. Elle va arriver. C'est plus que jamais le moment de s'abonner à Géopolitique Profonde, donc vous trouverez en description de cette vidéo le lien pour vous y abonner. Et puis ne manquez pas l'inauguration des nouveaux studios, donc puisque d'ailleurs je participerai à cette inauguration qui aura lieu vendredi. Voilà, je compte sur vous. Puisqu'on parle de Géopolitique Profonde, excellente émission avec le colonel Jacques Beau, interviewé par Nicolas Stocker, qui explique comment ça fonctionne pour lui, donc ces fameuses sanctions qui ont été mises contre lui en tant que citoyen suisse, comment il est coincé, bloqué, qu'il ne peut rien faire. Donc ça montre encore une fois que ces sanctions à la base ont été faites pour des milliardaires, ce que ni Jacques Beau ni moi ne sommes, et surtout la précipitation dans laquelle ces décisions ont été prises, puisque effectivement il y a tout un soutien qu'il a reçu, de la même manière que moi j'en ai reçu, et ce qu'il note aussi, ce qui est triste pour notre pays, mais ce qui ne me surprend pas non plus totalement, c'est qu'il a reçu le soutien de médias germanophones, de politiciens germanophones et très peu finalement de médias francophones, alors sauf bien sûr les médias alternatifs, mais ça veut dire qu'en fait cette absence d'état de droit ne dérange absolument pas la classe dirigeante, ni dans ces médias, ni bien sûr celle qui a mis ces sanctions. Encore une fois, les soutiens sont extrêmement limités. Alors la semaine dernière, j'avais remercié Madame Joron et Thierry Mariani. Là, je remercie André Cotarac. On m'a signalé qu'il m'avait soutenu. C'est vrai, j'écoutais l'émission sur France Info, je crois, dans la matinale. Donc pour l'instant, il faut le dire, c'est que le RN qui me soutient, je veux dire parmi les grands partis représentés au Parlement français, et sinon évidemment Florian Philippot, que je remercie également, toute la mouvance dissidente en fait, a bien compris l'enjeu de civilisation, et puis pour nos institutions, c'est la destruction de l'état de droit en fait, ce à quoi nous assistons. Donc profitons-en d'ailleurs pour mettre à bas cette entité tyrannique et dictatoriale qui s'appelle l'Union européenne. Pour ceux qui veulent m'aider, encore une fois, vous ne pouvez pas m'envoyer de l'argent, ce n'est pas possible puisque je suis sous sanction et donc ceux qui m'enverraient de l'argent auraient des problèmes. En revanche, ce que m'a confirmé mon avocat, c'est que vous pouvez aider ma famille, puisque évidemment cette opération, même si elle ne m'a pas fait mettre un genou à terre, a été, on peut dire, douloureuse. Donc vous pouvez aider ma femme, et c'est pour ça que je mettrai en description de cette vidéo le lien vers son compte, voilà, où vous pouvez envoyer de l'argent si vous voulez, encore une fois, aider ma famille. Il y a plusieurs choses qui nous ont plu cette dernière semaine 2025. Tout d'abord, merci à ceux qui ont cotisé pour la construction de l'église de Féodosia en Crimée, l'église catholique, puisque, comme vous le voyez sur ces images, les travaux avancent bien. Et donc, les dons qui ont été levés auprès des Français représentent 380 000 roubles, donc ça fait à peu près 3 800 €, et ils ont déjà été dépensés pour acheter tout ce qui va être l'éclairage de cette église catholique. Donc merci, c'est un très beau geste que vous avez fait pour les catholiques de Crimée. Et ce qui nous a plu cette semaine du point de vue du contenu, c'est l'analyse de Youssef Indy de cette conférence qui a eu lieu au Sénat, donc qui est organisée et où était présent Vincent Payon. Donc il était question de l'origine de la laïcité pour la République française. Alors dans mon livre, le livre noir de la gauche française, j'ai déjà cité les travaux de Vincent Payon qui explique que la laïcité, en fait, c'est une religion
D'ailleurs c'est le titre d'un de ses ouvrages, Une religion pour la République. Et là, ce qui m'avait échappé, en fait, c'est que finalement cette religion, donc la laïcité, viendrait du judaïsme. C'est le thème du colloque. Et alors évidemment, Youssef Indy revient sur son analyse, sur ses origines de la divinité, ce que moi j'appelle la divinité laïque. Et c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui m'avait, je dois l'avouer, complètement échappé. Encore une fois, c'est un colloque qui est organisé au Sénat français, donc avec Vincent Peillon lui-même, ancien ministre socialiste de l'éducation, si vous vous souvenez, de François Hollande. Alors cette thèse, en tout cas, elle fait pas l'unanimité, je dois le dire. D'ailleurs, Jacques Sapir, j'ai eu les discussions sur X, et bien Jacques Sapir pense que cette thèse est fausse, mais cela dit, à vous de vous faire votre idée. Je vous renvoie encore une fois à la vidéo de Youssef Indy sur ce sujet. Économie maintenant, et il est temps de venir investir en Russie. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez aller voir en description de cette vidéo comment procéder, venir ouvrir un compte, investir. Ce sera également l'occasion de venir en Russie et pourquoi pas de se rencontrer puisque pour l'instant mes venues en France sont repoussées le temps que je règle tous les problèmes, bien sûr, liés à ces sanctions. Voilà, peut-être à bientôt à Moscou. L'organe de statistique, l'équivalent de l'INSEE russe, Rostat, a continué à publier ses statistiques économiques et certaines ont été utilisées par les pro-OTAN pour expliquer que ça y est, c'est bon, maintenant l'économie russe s'effondre, avec les statistiques donc qui ont été publiées pour la production industrielle. Alors là-dessus, je vous renvoie aussi sur les travaux de Jacques Sapir, qui publie régulièrement, qui sait en plus utiliser ces statistiques. Et donc, ce qu'il faut retenir, d'ailleurs il y a un article très bien dans le Commerçant, qui est un peu le journal économique de référence en Russie. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la croissance industrielle en Russie sera positive cette année. Elle sera de 0,8%. Donc finalement, c'est à peu près au niveau de la croissance globale qui devrait être autour de 1%. On verra ça définitivement en janvier. Donc il n'y a pas de récession. En revanche, il y a certains domaines économiques qui sont qui ont en baisse de production. Et ça, c'est pas lié aux sanctions, c'est lié au taux délirant de la Banque centrale, dont on a souvent parlé dans cette vidéo. Et donc ce n'est pas surprenant que l'industrie automobile en octobre 2025 baisse de 23% par rapport à octobre 2024. Voilà, c'est d'un mois sur l'autre. Les taux d'intérêt sont prohibitifs, donc les gens n'empruntent plus pour acheter des voitures. De la même manière qu'ils n'empruntent plus pour acheter des appartements, des maisons. Donc il y a une baisse de la production des produits des matériaux de construction. Ça aussi, c'est pas étonnant. Mais ce qui est passé sous silence par les médias gauchistes, évidemment, c'est que c'est l'industrie manufacturière, donc à haute valeur ajoutée, qui tire la croissance industrielle vers le haut, puisque elle a augmenté de 2,6%, et on a des domaines tout à fait significatifs, comme les produits pharmaceutiques, plus 15,6%, la production de produits métalliques, plus 13,9%, et l'ordinateur et les produits électroniques, plus 13%. Et le domaine finalement qui baisse le plus, c'est celui de l'extraction de matières premières. Donc on voit que les fondamentaux russes sont bons. En revanche, effectivement, les hauts taux d'intérêt de la Banque centrale ont provoqué une baisse de la demande dans certains domaines, et puis également il y a une baisse générale des prix de l'énergie en 2025. Et encore une fois, on attend janvier pour savoir combien la Russie aura gagné d'argent en vendant ses matières premières, et surtout combien l'État russe aura réussi à prélever d'argent sur cette rente pétrolière, qui représente, rappelons-le encore une fois, un peu moins du tiers du budget russe. Madame Nabiulina, dont ce pauvre Alain Bauer n'arrive pas à prononcer le nom, eh bien, a fait ses pronostics pour la croissance dans 2026, et ça devrait être entre 0,5 et 1,5%, donc à peu près ce qu'on a connu cette année. Économie toujours, et on revient sur un sujet que nous avons souvent traité, qui est la souveraineté aéronautique civile russe, donc qui a été désormais un objectif impératif depuis les sanctions en 2022. Donc on a parlé du MS-21, on a parlé du Super Jet 100 New, et également il y a un troisième avion, donc moyen courrier, qui est mis en service, qui lui est déjà en production, qui est le Tupolev 214, qui est une modernisation du Tupolev 204, donc il a déjà commencé à être produit, mais il était encore dépendant de certains sous-ensembles importés. Et là, eh bien, la Rosaviation vient d'annoncer que le Tupolev 214 désormais était totalement produit en Russie, notamment tout ce qui est l'avionique, ce qui était très compliqué à faire. Donc là, on a un avion qui a été certifié. Alors les capacités de production de cet avion sont inférieures à celles du MS-21 et du Superjet 100 à terme, mais ce sera une vingtaine d'avions, 20-30 avions par an, ce qui est pas mal, et ce qui permettra de tenir l'objectif de 600 avions 100% russes produits d'ici
2030. Ce qui n'est pas précisé dans les articles qui ont relaté cette certification réussie, c'est de savoir si, comme l'exigeait Aeroflot, notamment la plus grande compagnie russe, eh bien, l'équipage était passé de 3 à 2, comme dans maintenant tous les avions modernes, comme dans le NS-21, l'Airbus A320. Donc ça n'a pas été précisé, sachant que l'objectif, c'était précisément en 2026 de commencer à produire des avions avec un équipage de 2. Aéronautique civile russe toujours, et l'Ilyushin 114-300 a également été certifié. Alors, on en a moins parlé parce que c'est moins impressionnant, parce que c'est un avion hélice, mais en fait, c'est extrêmement important, notamment pour les vols régionaux à l'intérieur de certaines régions russes, qui sont difficiles d'accès, étant donné la géographie, comme vous l'imaginez. Et bien, donc, jusqu'à présent, ces vols, donc ces avions à hélice qui desservaient ces destinations un peu compliqué, où les aéroports ne permettent pas d'avoir de gros avions, eh bien, étaient faits par des Antonov. Donc, Antonov était un héritage soviétique qui était resté en Ukraine, et donc les Russes ont continué à utiliser ces avions, mais bon, comme tout ce qui était hérité de l'Union soviétique, ça a été pillé, il n'y a pas eu d'investissement, et l'entreprise maintenant a quasiment disparu. Je pense pas qu'elle se relèvera. Donc, les Russes ont dû très tôt chercher une solution, produire leur propre avion, et donc c'était l'Ilyushin 114. D'ailleurs, ça s'est fait dans la douleur, puisque je crois qu'il y a, lors d'un test, il y en a un qui s'était écrasé. Donc, en tout cas, cette fois, eh bien, c'est réussi, c'est certifié. Donc là aussi, c'est une belle victoire pour l'aéronautique civile russe, qui va devenir une des rares au monde à être 100% souveraine, de tous les points de vue, du moteur jusqu'à l'avionique. Donc ça, c'est quand même quelque chose de remarquable. Et dernière nouvelle économique qui était un beau cadeau pour la République populaire de Donetsk en ce début d'année, c'est la réouverture après reconstruction du théâtre de Mariupol. Le théâtre de Mariupol avait servi de base aux bandéristes d'Azov en 2022, et il l'avait dynamité. D'ailleurs, on voyait clairement sur l'explosion qu'en fait le bâtiment s'était écroulé de l'intérieur. Ça avait été une occasion évidemment pour les médias gauchistes d'accuser la Russie, mais ce théâtre, finalement, comme Notre-Dame de Paris, a été reconstruit, comme quoi tout ce qui est détruit par ces gens-là peut être reconstruit quoi qu'il arrive. Donc c'est une excellente nouvelle, et j'ai hâte d'aller le visiter lors de mon prochain passage à Mariupol. Politico-stratégique maintenant, et comme vous le voyez sur cette vignette, eh bien, il s'agit de faire notre bilan 2025. Alors là, je vais faire le bilan politico-stratégique, et on fera le bilan militaire dans la partie des considérations militaires générales. Le bilan politico-stratégique, eh bien, nous ne nous sommes pas trompés. Nous avons été bons, comme en 2023, comme en 2024. Alors sur l'élection de Donald Trump, là, je m'en étais remis aux spécialistes qui m'avaient affirmé que Trump allait être élu, et finalement, c'est ce qui s'est passé. Là où Stratpol a été bon, c'est qu'on avait annoncé que notre scénario le plus probable, c'était celui où Trump cessait de financer le régime de Kiev et se contentait de vendre des armes aux pays de l'OTAN pour qu'ils les donnent à l'Ukraine. C'est exactement ce qui s'est passé. Je n'ai jamais douté d'ailleurs de la volonté de Donald Trump de mettre fin à cette guerre. Simplement, évidemment, ça aussi on l'avait analysé, il y a à l'intérieur de la classe dirigeante américaine, y compris au sein du Parti républicain, des bellicistes pour qui la Russie est une menace pour leur domination mondiale. Pas que la Russie, d'ailleurs, la Russie, la Chine, l'Iran, tous ces pays-là qui disent non. Donc ça, c'était quelque chose que Trump devait prendre en compte, et je pense que c'est ce qu'il a fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'autour de Trump, on trouve d'autres personnages comme J.D. Vance, qui a un gros potentiel peut-être pour prendre la suite de Trump, qui pense exactement la même chose, qui dit que le rôle de l'État américain, c'est de s'occuper des retraités américains, c'est pas de financer le pays le plus corrompu de la planète, comme il a dit récemment. Donc voilà, je pense qu'avec les États-Unis, on est sur la bonne voie. Je pense que les négociations, on va en reparler, mais avance parallèlement à l'armée russe sur la ligne de front, et que il y a une espèce de convergence entre la pression que met Trump sur Zelensky et ses sponsors européens et toute la clique de corrompus qui dirige à Kiev, et donc il y a une convergence avec le front, donc l'armée russe qui avance sur la ligne de front, et qu'à un moment, eh bien, quand il sera évident que Kiev ne peut plus rien faire, même avec le soutien financier des néoconservateurs européens comme la France, l'Angleterre ou l'Allemagne, et bien à ce moment-là, on aura tout d'abord un cessez-le-feu avec un retrait des troupes otano-kieviennes des zones, donc des nouveaux territoires russes encore occupés, et ensuite un traité de paix. Ça prendra peut-être plus de temps. Donc je maintiens mon pronostic pour 2026 que le scénario le plus vraisemblable, c'est celui d'un cessez-le-feu et du début des négociations pour un traité de paix durable.
Le week-end dernier a eu lieu la rencontre que nous avions annoncée entre Zelensky et Trump. C'est la 4e fois que Zelensky se déplace aux États-Unis. Encore une fois, il a été pas du tout accueilli à la descente de son avion. Donc on voit que finalement la distance que prend de plus en plus Trump avec Zelensky, dont on se demande même à certains moments s'il ne se moque pas ouvertement de Zelensky en lui disant que la Russie était prête à livrer de l'énergie pas chère. Et on voit ce pauvre Zelensky complètement soumis, sourire bêtement. Alors évidemment, c'est toujours la navette, donc il va à Washington, il revient en Ukraine ou en Europe, et puis là, il dit qu'il va pas accepter, notamment la condition pour le cessez-le-feu, c'est-à-dire le retrait de l'armée otano-kievienne des territoires occupés russes. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que désormais, Trump a accès aux véritables informations de ce qui se passe en Ukraine sur le terrain, sur l'état réel de la ligne de front et de l'armée otano-kievienne. Et ça, c'est décisif, c'est-à-dire que Zelensky ne peut plus lui raconter n'importe quoi. Il peut encore raconter n'importe quoi dans les médias. Rappelez-vous, la semaine dernière, on en avait parlé, la réaction de Tutsi Gabbard, après que Reuters a raconté que les renseignements américains considéraient que la Russie voulait envahir l'OTAN. Donc ça avait été fermement démenti par Tulsi Gabbard, et ça a fait écho en Estonie, oui, le pays de Kaja Kallas, où le chef des renseignements extérieurs, donc un certain Rosine, je ne savais même pas qu'ils avaient des services secrets dans ces pays-là, a déclaré que non, la Russie n'avait pas l'intention d'envahir l'Estonie. Donc petit à petit, on voit même dans les États baltes, c'est en train de changer, et d'ailleurs au passage, alors c'est plutôt une nouvelle économique, mais la Lituanie a décidé de prolonger le transit du gaz par son territoire vers Kaliningrad, histoire de se faire un petit billet au passage. Donc en fait, les Baltes nous empêchent d'avoir du gaz russe pas cher pour notre industrie, je veux dire nous les Allemands, les Français, mais en revanche pour eux ça leur va très bien. Vladimir Poutine en ce moment est très présent sur le terrain, et il a fait également une déclaration qui est à mon avis importante par rapport aux négociations qui continuent, c'est qu'il a dit, quand on voit la vitesse à laquelle avance l'armée russe et le rythme qui ne fait que s'accélérer et qui ne va aller qu'en s'accélérant, puisque encore une fois là l'armée russe va débouler dans des plaines de la steppe pontique où il n'y a aucune ville de taille critique avec des grands immeubles sur lesquels s'appuyer, comme ça pouvait être dans l'est de l'Ukraine, et bien que finalement que l'Ukraine enlève ses troupes ou pas, ça ne changera rien, puisque dans ce cadre-là l'armée russe fera le travail elle-même. Donc effectivement, petit à petit, comme on l'avait annoncé, l'Ukraine perd des choses à monnayer dans de futures négociations. Je pense en tout cas qu'avant ce cessez-le-feu, ce serait bien qu'il y ait une nouvelle réunification d'une autre région russe, donc d'Ukraine, notamment, ce qui me paraît le plus réaliste aujourd'hui, c'est Kharkov, pour vraiment marquer le coup, que Vladimir Poutine puisse faire la leçon aux leaders européens en leur disant, vous voyez, c'est de votre faute, à cause de vous, l'Ukraine sera encore plus petite que ce que nous demandions. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui serait important, mais pour cela, encore une fois, il faut qu'il y ait à peu près 70% de la population de la région de Kharkov qui soit capable de voter pour un référendum de réunification, comme ça a été le cas dans les autres provinces en septembre 2022. De toute manière, même s'il y a un traité de paix qui doit être signé, ça ne pourra se faire en Ukraine que par un référendum, puisque ça entraînera une modification de la constitution du territoire ukrainien, qui va évidemment diminuer fortement. Ça fera de la France le plus grand pays d'Europe, après la Russie évidemment. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les sondages en Ukraine montrent que les gens sont prêts à tout pour que la guerre s'arrête. Alors évidemment, les gens sondés ne peuvent pas dire ouvertement qu'ils sont favorables à céder une partie des territoires qui aujourd'hui font officiellement partie de l'Ukraine, puisque c'est interdit par la loi. Et c'est puni gravement si vous dites qu'il faut céder des territoires à la Russie. Mais le fait est qu'il faille négocier absolument, trouver une solution, ça veut dire qu'en fait vous avez sans doute 80% de la population ukrainienne qui sera prête à voter pour un traité qui aura pour conséquence ultime le retour des territoires russes d'Ukraine à la Sainte-Russie. Terrorisme maintenant, simultanément à la rencontre entre Zelensky et Donald Trump, une attaque sur une des résidences de Vladimir Poutine dans la région de Veliki Novgorod a eu lieu, et donc avec plus de 80 drones. Le ministère de la Défense russe a publié les trajectoires de ces drones et l'endroit où ils ont été interceptés. Alors j'ai donné une interview là-dessus sur RT pour ceux qui l'ont vu. Je ne suis pas certain que ce soit Zelensky qui soit derrière. Je pense que c'est le clan belliciste à Kiev qui ne veut absolument pas de négociation. J'ai du mal à croire que même ce clan belliciste ait vraiment cru possible de toucher Vladimir Poutine, puisque évidemment ces drones ont immédiatement été détectés, abattus. Donc à partir de ce moment-là, évidemment, Vladimir Poutine devait être dans un bunker où aucun de ces drones n'aurait pu l'atteindre, si tant est qu'il d'ailleurs il était dans cette datcha présidentielle. L'important en fait, c'est que c'était fait pour saboter les négociations.
Alors évidemment, ça a énormément choqué les responsables politiques partout dans le monde, notamment Lula da Silva, notamment Modi. Ça a été la panique au niveau de l'Union européenne qui a dit que c'est faux, que les Russes racontaient n'importe quoi. C'était la réaction de Kaja Kallas. Donc immédiatement, on a activé la situation de crise de communication. Le Wall Street Journal a sorti une batterie de mensonges en disant que les Russes avaient menti et qu'ils avaient un contact à la CIA qui leur avait dit, le fameux contact qu'on ne peut pas citer. Donc ça a été repris, bien sûr, par LCI, par BFM TV, en disant que c'était pas vrai. Le problème, comme je dis, c'est que désormais, eh bien, Donald Trump a accès aux renseignements militaires, aux vrais renseignements sur ce qui se passe, et en plus, les Russes ont récupéré une partie des drones et avec les systèmes de vol, de trajectoire, et qu'ils ont annoncé, d'ailleurs le ministère de la Défense a annoncé que ça avait été transmis au ministère de la Défense américain. De toute manière, le territoire russe est surveillé en permanence par les satellites américains, donc ils savent très bien à quoi s'en tenir. Donc là encore, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent dans les médias, ça ne changera rien. Trump connaît la vérité. Et sur cette question, d'ailleurs, je vous renvoie à la très bonne interview de Laurent Ozon sur TV Liberté. Derrière cette attaque, il y a évidemment, selon toute vraisemblance, l'Angleterre, les services secrets anglais du MI6, et a priori, si l'on croit ce que dit le gouverneur de la région de Kherson, monsieur Saldo, les services secrets anglais sont également dans cet attentat terrible qui a eu lieu donc dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, dans la région de Kherson, à Khorli, où des habitants de la région s'étaient réunis pour faire la fête. Ils étaient une centaine et il y a eu, au moment où je vous parle, 24 morts et plus de 50 blessés. Donc une attaque de drone extrêmement violente sur un objectif 100% civil, où il n'y avait absolument rien de militaire dedans, avec drone incendiaire, et donc ça a été terrible. Il y a des gens qui ont été brûlés vifs. Voilà. Là encore une fois, malheureusement, on y trouve vraisemblablement, donc comme l'a dit Saldo, le service secret anglais et le bandérisme pur jus, c'est-à-dire le bandérisme avant tout est un terrorisme, et plus la défaite otano-kievienne en Ukraine sera imminente, plus ces actes terroristes vont se multiplier et seront de plus en plus aveugles. C'est comme ça malheureusement, et c'est pour ça que l'Ukraine, ce qui restera de l'Ukraine, doit être démilitarisé. Empire du mensonge maintenant, et tout de suite le moment bunker. Das war ein Befehl! Et en fait, cette semaine, on va parler de ceux qui commencent à sortir du bunker pour découvrir la réalité, pour prendre un peu l'air frais de la vérité. Et ça concerne deux vérités que nous avons énoncées depuis le début de l'opération militaire spéciale sur la réalité de ce qui se passe en Russie. La première vérité a été énoncée par la BBC, donc on ne peut pas être soupçonné d'être un agent du Kremlin, c'est même plutôt une succursale du MI6, qui explique que, en fait, alors eux ils appellent ça des oligarques, je rappelle aussi, il n'y a plus d'oligarques, les milliardaires n'ont plus aucun pouvoir politique, mais que donc ces milliardaires, eh bien finalement russes qui ont été sanctionnés, sont finalement revenus en Russie et ont rapatrié leur argent, ce qui fait qu'il y a énormément d'argent disponible, et évidemment que ces milliardaires veulent faire des bonnes affaires, notamment sur les actifs industriels qui ont été abandonnés par les pays occidentaux, notamment la France. Je rappelle que Renault a été abandonné pour 1 rouble symbolique, avec un droit de retour dans 6 ans, c'est-à-dire maintenant dans 3 ans. Donc évidemment, ces milliardaires veulent investir dans des actifs industriels de cette qualité. Et donc ça montre l'échec total de ce que j'appelais le syndrome Paul Ier, lorsque les commerçants de Saint-Pétersbourg ont assassiné l'empereur Paul Ier parce qu'il était trop proche de Napoléon pour mettre à la place Alexandre Ier, qui lui voulait résolument finir avec l'empereur français. Donc comme les Occidentaux ont surestimé le poids et le pouvoir de ces milliardaires qu'ils prenaient pour des oligarques, eh bien ils les ont sanctionnés, et ce qui a forcé ces milliardaires à rapatrier leur argent, ce que Poutine leur demandait depuis 2000. Depuis le deuxième semestre de l'année 2000, où il a mis en garde les oligarques, arrêtez de faire de la politique, payez vos impôts et rapatriez votre argent en Russie. Et bien sûr, les oligarques, alors la plupart ont cessé de faire de la politique. Ceux qui ont continué ont fini comme Mikhail Khodorkovsky et sont maintenant en exil. Et en revanche, Poutine n'avait pas obtenu le retour de cet argent. Et maintenant, grâce aux sanctions, eh bien, c'est quelque chose qui doit être fait. Je rappelle cette formule sans pitié de Vladimir Poutine en 2022, quand on lui parlait des biens qui avaient été confisqués, des yachts qui avaient été saisis. Poutine avait répondu: s'ils avaient garé leur yacht à Sotchi, ils pourraient encore en profiter. Il est comme ça, Vladimir.
Et le deuxième moment où on voit des chercheurs gauchistes sortir la tête du bunker, eh bien, on doit ça au Quincy Institute, donc qui est un think tank a priori néoconservateur, hein, financé notamment par George Soros, si j'en crois leur fiche. Eh bien, ils ont publié une étude dans laquelle ils disent, finalement, la population russe soutient Vladimir Poutine, soutient l'opération militaire spéciale, et c'est pas moi qui le dis, c'est eux, hein, c'est même forgé une identité anti-occidentale. Voilà, ça je l'ai expliqué depuis longtemps. Alors c'est pas que l'opération militaire spéciale, c'est aussi parce que l'Occident LGBT est considéré comme une entité dégénérée. Et finalement, donc ça a consolidé, renforcé la société russe. C'est ce que j'explique depuis 2022. Et maintenant, ça sort dans des instituts néoconservateurs. Donc ça c'est important parce que ça montre quand petit à petit dans une certaine presse et dans certains instituts pourtant hostiles, alors essentiellement anglo-saxons, la réalité de l'inévitabilité de la victoire russe est admise. Considération militaire générale maintenant. Alors du point de vue militaire, pour Stratpol, on peut dire que là aussi on a fait un sans faute comme on avait fait d'ailleurs en 2023. Et en 2024. 2025 a notamment montré que l'opération absurde dans la région de Koursk par les forces otano-kieviennes était une grave erreur et un accélérateur de la victoire russe, puisque ça a coûté très cher aux otano-kieviens, qu'ils ont perdu de très bonnes troupes, et que le résultat a été, donc à partir du mois de mars, que c'est désormais l'armée russe qui a avancé dans la région de Soumy. Et d'ailleurs, en ce moment où je vous parle, l'offensive a repris dans cette région en direction de la capitale régionale. Donc ça, là-dessus, on a eu raison. En dehors de la liquidation de l'offensive de Koursk, on a observé donc la prise de Pakrovsk-Mirnograd, on a observé la poussée vers Konstantinovka et on a observé l'avancée extrêmement importante ces 3 derniers mois sur le front de Zaporozhye. Et là aussi, ça confirme une de nos analyses que nous avions fait depuis 2022, que je répète assez souvent, pardonnez-moi, c'est qu'au fur et à mesure que les Russes vont avancer vers l'ouest, les otano-kieviens n'auront plus de cités sur lesquelles s'appuyer, d'usines, de mines, comme c'était le cas avant. Et ça, plus les pertes ukrainiennes considérables, permettent à la Russie d'avancer beaucoup plus vite. Le bilan, pour ceux qui aiment les kilomètres carrés, c'est 6200 kilomètres carrés en 2025. C'est la meilleure année, sauf bien sûr 2022, où là on avait atteint 60 000 kilomètres carrés de libérés par l'armée russe. Donc pour vous donner un ordre d'idée, l'Alsace-Moselle que les Allemands nous avaient pris en 1870, c'était 15 000 kilomètres carrés à peu près. Donc vous voyez, c'est quand même sérieux, ces 6200 km². Mais d'ailleurs, comme le disait le général Kempf, tous les kilomètres carrés ne se valent pas. Les positions otano-kieviennes que la Russie prend en ce moment dans le Donbass, notamment, ont une valeur extrêmement importante du point de vue opératif, évidemment. Considération militaire générale toujours, le général Syrski a lancé une commission d'enquête, et oui, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi une unité otano-kievienne a abandonné la ville de Gouliapol, qui a été libérée par l'armée russe. On va en parler sur la carte des opérations militaires, mais surtout en abandonnant tout son matériel, ses ordinateurs. Donc ça s'appelle une débâcle, c'est la fuite, et je pense que ce sont des scènes auxquelles nous allons avoir droit de plus en plus sur la ligne de front. Et ce n'est pas tout concernant le général Syrski, je rappelle, c'est le chef d'état-major de l'armée otano-kievienne, et donc il a également souligné, quand on lui a dit qu'il fallait se replier de Pakrovsk, on lui reproche d'ailleurs de ne pas avoir donné l'ordre suffisamment tôt de se replier de Mirnograd et de Pakrovsk, et il a dit « mais où voulez-vous que j'aille ? Il n'y a nulle part où aller ». Et là aussi, encore une fois, c'est ce qu'on explique depuis le début, une fois sorti du Donbass, ça va être beaucoup plus rapide. L'avancée russe va être beaucoup plus rapide, même avec ces lignes de défense qui ont été construites. Des lignes de défense, il doit y avoir des troupes derrière, qui doivent pouvoir intervenir. Or, des troupes, on sait pertinemment qu'il en manque, et d'autant plus que la Russie maintenant peut attaquer de tous les côtés. Et c'est pour ça que plusieurs dizaines de villages côté otano-kievien de la ligne de front ont eu l'ordre d'être évacués. Donc ça, c'est dans la région de Zaporozhye, mais c'est également le cas dans la région de Tchernigov. C'est-à-dire que, comme on en avait parlé sur Divergence politique, on ne peut pas exclure que les Russes, qui peuvent tout faire en fait finalement en ce moment, reprennent une offensive vers Kiev en partant de Tchernigov. Ça, on ne peut pas l'exclure. Donc visiblement, en tout cas, l'état-major otano-kievien le prend en compte et a ordonné l'évacuation de certains de ces villages également, je crois une grosse quinzaine de villages. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Donc cette attaque qui a eu lieu contre des civils qui fêtaient la nouvelle année a eu lieu à cet endroit-là, à Khorly, ici. Donc on est dans la région de Kherson, entre la Crimée et la région de Kherson. Les Russes, en représailles, ont lancé une campagne de bombardement
sur les infrastructures critiques, notamment du côté de Odessa, du côté de Kharkov, également du côté de Lutsk, donc en Volhynie, à cet endroit-là. Donc là, les dégâts sont très impressionnants. Contrairement à ce qu'on a raconté, on n'a pas eu de coupure d'électricité à Moscou. Là encore, ce sont les mensonges éhontés de la presse macroniste. Sur la ligne de front maintenant, donc là où des villages ont été évacués, c'est dans la région de Tchernigov. Les villages se situent à peu près à cet endroit. Et comme on voit d'ailleurs, les Russes ont commencé une légère poussée et se sont emparés de Komarovka ici et de Kharkovka ici, à cet endroit-là. Donc évidemment, le but aussi des Russes, ça peut être tout simplement d'attirer des réserves otano-kieviennes pour dégager d'autres endroits du front. Mais comme on le voit, le Kiev n'est pas loin de la frontière russe. Kiev, c'est 300 km, donc c'est relativement à côté. Les Russes continuent leur poussée du côté de Soumy, mais le front n'a pas bougé depuis la semaine dernière. Du côté de Kupiansk, alors c'est le flou le plus complet. J'ai pas arrêté de changer la carte cette semaine parce que en fait il y a des images qui arrivent dans tous les sens. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le brouillard de la guerre. Par exemple, j'avais retiré Moskovska, croyant que les otano-kieviens avaient reprise, et finalement on a vu des soldats russes qui s'y promenaient. Et là c'est pareil. Encore une fois, je ne sais pas exactement où on en est. Vraisemblablement, la 4e bataille de Kupiansk, c'est-à-dire qui était la contre-offensive otano-kievienne, qui avait démarré il y a quelques semaines, est en train de s'essouffler et les Russes sont en train de liquider les dernières résistances. Vraisemblablement, mais encore une fois, on ne peut pas être catégorique, en tout cas il est encore un peu tôt, pour retirer la petite punaise rouge. Au sud, donc dans la direction de Borovoïa, ici les Russes ont nettoyer ces zones au nord donc de cette localité, très importante pour pouvoir finir de nettoyer la rive est de la rivière Oskol et puis de pouvoir se rabattre vers Izium. Là, c'est extrêmement important pour la bataille de Slaviansk qui devrait bientôt commencer. Les Russes ont réussi un joli coup en perçant à l'intérieur des massifs forestiers, pourtant très difficiles à prendre, et se sont emparés de la localité de Sosnovo à cet endroit-là. Donc l'idée ensuite, c'est de reprendre Sviatogorsk, la lore de Sviatogorsk, pour pouvoir exercer un contrôle sur cet axe, évidemment, qui va vers Slaviansk, on en a déjà parlé. Les Russes ont également bien amélioré leur position plus à l'est, puisqu'ils ont complètement libéré la localité de Dobrova, à cet endroit-là, et continuent leur poussée pour s'adosser à la rivière Donetsk. La poussée continue également, donc là on est dans la direction de Slaviansk, le but c'est de s'emparer de ce nœud ici, rail Alexandrovka. Donc dans cette zone-là, les Russes continuent leur poussée, mais la ligne de front n'a pas bougé. En revanche, là, ils ont poussé et ont pris pied dans différentes localités. Donc l'idée, comme sur le reste du front, c'est l'encerclement, et là on le voit, les Russes ont progressé et ont pris pied dans ces localités, le nom de la M03, donc le but encerclé, rail Alexandrovka. Plus au nord maintenant, les Russes continuent leur effort du côté de Konstantinovka. L'état-major russe affirme contrôler la moitié de la localité, mais pour l'instant, j'ai pas bougé la ligne de front parce que ce n'est pas confirmé. Plus à l'ouest maintenant, après avoir donc liquidé le chaudron de Mirnograd, les Russes ont repris leur progression vers Dobropila, donc ils se sont emparés définitivement de Novo-Charkovo à cet endroit-là et se dirigent vers Novi Donbass et Bieletsky à cet endroit-là. La contre-offensive otano-kievienne vers Rodinskoye a échoué, donc on va l'effacer. D'après les informations qui circulent, le général Syrski, le chef de l'armée otano-kievienne, aurait massé des troupes à Grichino, à cet endroit-là, pour tenter une nouvelle contre-offensive vers Pakrovsk, celle de la semaine dernière. C'était très mal terminé, quasiment une attaque suicide. Plus à l'ouest, maintenant, les combats font rage pour Novopavlovka qui devrait tomber côté russe au début de cette année. Les Russes aussi avancent bien plus à l'ouest. Ils se sont emparés de Andreevka et seraient sur le point de prendre Bratskoye à cet endroit-là. Donc là aussi, évidemment, tous ces combats ont lieu dans le cadre de l'offensive vers Zaporozhye. Les Russes consolident ici, à cet endroit-là, leur position à l'ouest de la rivière Aïchoug, ici, voilà. La contre-offensive, aussi là, une contre-offensive quasi suicide otano-kievienne a échoué, donc voilà, on l'enlève.
En revanche, eh bien, les Russes, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, se sont emparés de Gouliapol et non seulement se sont emparés, mais ont continué à avancer largement vers l'ouest. Et donc là, c'est avec un véritable plaisir que je retire la deuxième punaise rouge que j'avais mise en place en 2022. Regardez à quoi d'ailleurs ressemblait la carte en février 2023 avec les 3 punaises rouges de ces 3 localités. Et la dernière punaise rouge, eh bien, ce sera celle d'Orekhovo. Donc les Russes poussent, on l'a vu, à partir du sud, mais en fait également ce qui se dessine, c'est un grand encerclement en fonçant vers Zaporozhye. Donc ici, le front pourrait avancer extrêmement rapidement. Il avance d'ailleurs rapidement maintenant au sud de la ligne de front, puisque les Russes se sont quasiment emparés de Primorskoye. Ici, ils ont libéré la localité de Loukhanovskoye à cet endroit et continuent à pousser vers le nord et vers l'est, comme ça. Donc là aussi, encerclement d'Orekhovo en perspective. Et comme le soulignait un des chefs d'état-major russe, désormais, les Russes sont à 15 km de Zaporozhye, la capitale régionale, qui, je rappelle, appartient désormais, fait partie de la Fédération de Russie. Voilà, j'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes au 1er janvier 2026. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux pour ne rien manquer. X, Telegram, Odyssey, Rumble. Inscrivez-vous sur notre lettre d'information, notre newsletter, pour faire un affreux anglicisme. Et c'est comme ça qu'on pourra rester en contact. Et en tout cas, surtout, 2026 sera une année de bagarre. Et je dois dire que, étant français, c'est pas fait pour me déplaire. Donc tenez bon, courage, on les aura.